Moi, j'ai rien fait du tout. Je me promenais dans la rue. Je me promenais. Et il y a un type dans la rue des Martyrs qui vient me parler. Il veut que je lui donne de l'argent. Moi, je veux pas lui donner d'argent. Il s'énerve. Il essaie de me frapper. Mais je sais me défendre. Je réplique. Il tombe. J'ai pas connu force, je suis pas fou. Je suis pas un ange, c'est certain. Mais quand même. Il est tombé par terre, et moi, j'ai continué ma promenade normalement. Quand des flics m'ont entouré d'un coup. C'est vrai que j'ai essayé de m'enfuir. Quand on voit la police, forcément, on s'enfuit. On reste pas sur place à attendre qu'ils nous collent des délits. Ils m'ont poursuivi. Et comme je suis tombé par terre, j'ai glissé. Et ils ont réussi à m'attraper. Bon, j'ai été mis au frais. Moi, j'ai demandé pourquoi j'étais là. Alors je me promenais normalement, c'est quand même pas interdit. Ils m'ont dit que j'avais seriné un type, qui avait des témoins. Moi, j'ai jamais seriné personne. J'ai un peu cogné un gars qui m'a cherché, oui. Mais de là à le tuer, ça non. On te connaît bien, toi. Tu as un dossier bien épais chez nous. Tu n'es pas un ravi de la crèche. Je suis pas un assassin. Je tue pas. Je fais des petits trafics pas dangereux. Mais de là à tuer quelqu'un quand même. Moi, je vois des affaires où t'es complètement trempé. On n'a pas prouvé ton implication. Mais il y a des morts autour de toi. Ça grouille un peu même. Sans parler de ta réputation dans le milieu. On entend des choses. Faut pas écouter les gens. Il faut des preuves pour accuser. J'ai pas tué ce type. Il m'a frappé et j'ai répliqué mais je l'ai pas tué. C'est la justice qui le dira. Vu ton dossier, tu n'es pas sorti d'affaire. Tu risques gros, faut que tu le comprennes. Mais la justice, vous voyez ce qu'elle est devenue, la justice? Elle est aux ordres. C'est toujours les mêmes qui trinquent. C'est toujours les plus faibles. Si j'étais riche, on n'aurait pas eu toutes ces histoires. On aurait tout réglé sans problème. Alors, je suis passé devant le juge. Il y avait des témoins. Les salauds, ils ont tous dit que j'avais sorti ma lame. Comment ils ont pu inventer ça? Le type, il est mort de 3 coups de couteau, ont dit les médecins. Tout ce monde m'a regardé méchamment. Les témoins, c'était sûrement les complices du mort. Ils étaient ensemble à arnaquer les touristes. J'en ai reconnu un. Je l'ai dit au juge. Je l'ai dit à la prison. Mais personne n'a voulu m'écouter. Le juge, il a dit... Vous savez ce qu'il a dit, le juge? Le juge, il a dit coupable de meurtre aggravé. Il a dit délinquant, chevronné. Il a dit formation criminelle conséquente, en récidive légale, ils ont dit. Ils ont dit type traîné. L'extérieur étant le reflet évident de l'intérieur. Puis, le juge, il m'a demandé d'approcher. Je me suis approché avec 2 acolytes en uniforme. Le juge m'a toisé de bas en haut. Il m'a demandé combien je pèse. Puis il a fait un clin d'œil et il a dit... Il a l'air en bonne forme. Un corps athlétique. Montrez-moi vos dents. Belle dentition, qu'en pensez-vous? Les autres, ils ont dit que j'avais l'air plutôt solide, c'était plutôt pas mal. Peut-être que ça pourrait servir à quelque chose. Peut-être qu'on pourrait essayer. Peut-être que si on m'écartait de la société pourrait se calmer un peu. Peut-être qu'elle voudrait bien que je garde ma tête sur les épaules, la société. Parce que c'est une bonne fille et qu'elle sait donner sa chance. Même aux plus pourris comme moi, ils ont dit. J'ai dit que je ne comprenais pas ce qui se passe. Je ne comprends pas ce qui se passe. Qu'est-ce que ça veut dire?
C'était le matin sur la place d'Aligre, le marché du matin, à l'heure où il y a beaucoup de monde. Il y a des bousculades, il y a des voleurs à la tire, il y a un brouhaha infernal. Moi, j'aime bien me mélanger avec les gens. J'aime bien me réchauffer contre les bourgeois emmitouflés. Et puis, j'avais pas mangé depuis longtemps. Mon ventre grondait sans relâche. Mon ventre chantait à tout va et ça me faisait mal. Je voulais me trouver un bout de quelque chose. Et le seul endroit que je connais pour ça, c'est la place d'Aligre. Dans les bousculades, on attrape toujours un petit quelque chose, une pomme, un légume, un truc qu'on avale vite fait et qui remplit le ventre. Dans son panier, une dame avait posé délicatement un œuf, bien visible dans le fond. Un seul et unique œuf, sur une petite laine, comme un cadeau à offrir. Un cadeau pour moi, un joli petit cadeau que mon ventre appelait de toutes ses tripes. Je l'ai suivi un moment, puis devant un étal, comme elle se penchait pour attraper des fruits, j'ai glissé ma main dans le panier et j'ai piqué son œuf. Je suis partie discrètement, en serrant délicatement l'œuf dans ma main, en imaginant déjà le liquide couler dans mon ventre. Je m'éloignais rapidement quand j'entendis des cris derrière moi. J'ai continué à avancer. J'ai senti de l'agitation, mais je ne me suis pas retournée. J'ai continué à avancer normalement. Et j'ai bien senti que le scandale se rapprochait. J'ai entendu des gens courir dans tous les sens. Puis le cri a retenti tout près de moi. La bourgeoise à l'œuf m'a attrapé par les cheveux et elle a dit... Sale voleuse! Elle a dit... Elle est là! Regardez, monsieur! J'ai attrapé! Sale garce! Tu crois que tu peux dépouiller les gens comme ça? Tu me prends pour une tarte? Tu crois que je vais te laisser partir comme ça? Écartez-vous, madame. Poussez-vous. Que se passe-t-il? Cette salope a volé un œuf dans mon panier. Elle a volé mon œuf que j'ai acheté pour mon enfant, pendant que je faisais mes courses. Je l'avais repéré en train de fouiner et de suivre les gens. Et la voilà qui me pique mon œuf pour mon enfant. C'est un scandale. Ces gens-là, il faut les exterminer. C'est pas possible de faire ses courses tranquillement sans se faire piquer le porte-monnaie ou la nourriture. Tu peux pas travailler pour gagner ta vie? Tu peux pas faire comme tout le monde? Si tu veux te payer une robe au lieu des guenilles, t'as qu'à travailler. Mon mari travaille, sale gueuse. Quelle femme comme toi se dorer au soleil et à parasiter les gens honorables. Parasite. Calmez-vous, madame. Écartez-vous. Laissez-nous faire. Montrez-moi vos mains. Je sais pas ce qu'elle veut, celle-là. Elle doit être saoule, c'est quand même un monde de crier sur les gens. Montrez-moi vos mains. Vous voyez? Sale garce. Je vais te tuer. Tu crois que tu me voles, moi? J'ai fait 10 ans de karaté. Je vais te plier en deux. Je vais te massacrer ta mère, je te le jure. Vous arrêtez, madame. Ça suffit. On va s'occuper d'elle. Alors voilà qu'on m'a mis en prison. Alors que j'avais rien fait. On m'a mis pendant 6 mois dans une prison. Le juge, il voulait pas encore me voir, on m'a dit. On m'a dit qu'il était tellement énervé qu'il attendait de se calmer. Alors il m'a mis en détention provisoire. Je suis restée en détention provisoire, sans pouvoir sortir de la détention, sans pouvoir aller où je veux en dehors de la prison. Bon, c'est pas très gentil de faire ça à une personne comme moi. Moi, je fais jamais de mal, j'embête personne, même si j'emprunte un peu quand j'ai faim. Sinon, on m'entend pas et on me voit à peine. Je suis normale, moi. Je suis pas une criminelle. Ouais, même si l'autre grosse vache s'est plaint pour un œuf, quand même. Alors j'ai été chez le juge à mon procès, comme il l'appelle. Le juge a dit « Bonjour, c'est vous l'histoire de l'œuf ?» J'ai dit « Oui, peut-être, à ce qui paraît. » Le procureur a dit « Je représente la société, savez-vous ce qu'elle pense de vous, la société ?» J'ai dit que non, parce que je la connais pas, la société. Moi, je suis juste au bord, voyez. Le procureur est devenu tout rouge. J'ai cru qu'il avait avalé sa phrase. Il m'a dit « Vous vous moquez de moi? Est-ce que vous croyez que c'est un jeu? Est-ce que vous croyez que c'est de la rigolade? Vous avez commis un acte gravissime. Vous êtes une menace pour la société que je représente. Et cette société est une très grande société privée de sa tranquillité. Savez-vous ce que ça veut dire? Mais monsieur, j'ai juste emprunté un œuf, c'est tout, j'ai dit. » Alors le procureur de la société a dit « Mais madame qui vole un œuf vole un bœuf, vous le savez très bien.
Il a dit, vous ne ferez pas carrière dans le crime. Vous venez de poser la première pierre de vos méfaits sur notre chemin, et nous savons tous ce qui se passe ensuite. Le juge, il a dit, ça commence par un œuf, ça termine par un assassinat. C'est classique. Bon, alors j'ai dit que j'avais tué personne. Le procureur a dit, mais parce qu'on vous a arrêté avant. La société que je représente réclame une peine lourde pour tentative de meurtre. Le juge m'a regardé dans les yeux, m'a demandé si j'avais de l'argent. J'ai dit que j'avais pas d'argent. Il m'a demandé si j'avais des amis. J'ai dit que j'avais personne. Même pas de la famille. Non, personne, j'ai personne. Alors le juge a dit, alors ça c'est pas bien. Pas d'argent, pas de famille, pas d'amis. Vous avez une propriété, une maison, quelque chose à vous? J'ai dit que je vivais dans la rue, que je n'avais rien et que je me débrouillais comme je pouvais. Le juge a dit, alors ça c'est embêtant, ça aggrave votre cas, et on n'a aucune certitude que vous n'allez pas recommencer. Le procureur a dit, je veux une peine très lourde, une peine si lourde qu'elle ne la soulèvera pas toute seule. Le juge m'a regardé dans les yeux, il m'a demandé d'approcher, alors je me suis approchée. Montre-moi tes dents. Ouvre. Bien grand. Le juge a demandé au procureur de la société ce qu'il en pensait. Le procureur a dit que c'était trop facile de partir en vacances se la couler douce au soleil. Plein de gens honnêtes auraient aimé partir comme ça, mais ils n'avaient pas les moyens. Alors récompenser une vagabonde, c'était pas une bonne idée. Alors, le juge a dit, mais quand même, elle a l'air en bonne santé, non? Et puis, on a besoin de femmes, vous savez bien. Et puis, elle a l'air solide, elle doit pouvoir bien travailler. Je vais pas mentir, j'ai fait bosser des filles. J'ai commencé avec juste une fille, et maintenant j'en ai des dizaines. Ça rapporte pas mal, mais c'est pas non plus de tourpeau. C'est un métier risqué, il y a du danger tout le temps. Il faut surveiller le matériel. Certains se croient autorisés à l'abîmer. Ils louent une fille et ils imaginent qu'ils l'ont achetée. Ils voient pas que le prix est pas le même. Non, vraiment, c'est pas un métier pour monsieur tout le monde. Il faut savoir jouer du couteau. Il faut avoir aussi du répondant. Il faut aussi investir beaucoup d'argent au départ. C'est pas un choix évident. On peut tout perdre si on n'est pas vigilant. Mais surtout, il faut être méchant. Il faut faire peur. Il faut faire peur à tout le monde. Bon, moi c'est facile, je suis méchant. Quand on me regarde, je fais peur. Même si je fais rien. Même si je suis gentil et poli, je fais peur. Donc j'ai des facilités. Je suis fait pour ce métier. Mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas des problèmes. Ça veut pas dire qu'il faut pas être violent. Moralement, ça me gêne pas la violence. Je trouve ça plutôt bien. Surtout quand on est méchant, on est naturellement violent. Et c'est même à cause de ça que j'ai tué ce type. Ce type qui est venu me chercher. Ce type, j'avais prévenu. Il avait déjà abîmé une gosse. Ça, j'aime pas du tout. Moi, j'ai du respect pour le matériel. Je l'entretiens correctement. Je le range bien au sec. Je suis pas comme certains qui laissent pourrir les filles. C'est un investissement, il faut en prendre soin. Alors ce type, je lui ai dit, si tu te pointes encore, je te sèche. Essaye pas de faire un sale coup, parce que cette fois, tu t'en tireras pas. Eh ben, il est revenu un soir, juste pour me provoquer, j'ai bien compris. Il s'est approché d'une fille, et il l'a frappée. Ensuite, il a regardé dans ma direction. Moi, j'étais de garde ce jour-là. Et il m'a dit, et celle-là, elle est bonne. Là, je l'avoue, je me suis énervé. J'ai foncé sur lui parce que c'est ce qu'il voulait. Je me doutais qu'il n'avait pas les mains vides, mais je suis assez méchant pour pas avoir peur. Il a essayé de sortir sa lame, mais je l'ai frappé avec un bon coup de pied au niveau du ventre. Il est tombé au sol et là je l'ai frappé à coups de poing et de pied. Oui, j'ai frappé fort, mais j'étais très énervé. J'assume. Il est venu me provoquer, et quand on me connaît, on sait qu'il faut pas faire ça. Je suis du sud, moi. Je suis un sanguin. J'ai laissé sur le pavé, complètement explosé, démoli. Il avait des lambeaux de chair sur le visage, comme si j'avais pelé, c'était pas joli. Mais bon, c'est lui qui a demandé sa correction. Moi, je lui ai rendu service en quelque sorte. J'ai répondu à sa demande. Mais oui, c'est ça que je voulais vous dire. Plusieurs jours après, la police est venue. Évidemment, je savais que ça pouvait arriver. Il y a toujours des cafards qui parlent trop, vous voyez. Ils m'ont emmené, ils m'ont posé des questions. Moi, j'ai dit bien sûr que j'avais rien fait. Ils m'ont dit qu'ils avaient des témoins et que je m'en tirerais pas. Dans mon cas, c'était la guillotine. Le gars est mort. Il a été trouvé dans la rue le lendemain. Il était tout violé. Alors moi, je me dégonfle pas, j'assume. J'ai dit que oui, finalement, en y réfléchissant, c'était peut-être moi. Il faudrait que je voie le cadavre pour être sûr. Ils m'ont dit qu'il m'avait à l'œil depuis longtemps.
qu'ils connaissaient mes affaires et qu'ils avaient prévu de m'arrêter. Donc c'était le bon timing. C'est comme ça que j'ai été devant le juge, pour décider quoi faire de moi. C'était pas la première fois que j'étais devant le juge, mais un procureur aussi énervé, ça c'était nouveau. Il a dit, vous menacez la société, vous avez des mœurs diaboliques que la société n'aime pas, vous prostituez des filles, et ça je peux vous le dire, la société ne le pardonne pas, et elle ne pardonne pas non plus le meurtre, donc pour moi, c'est la peine de mort, vous êtes dangereux, il faut vous empêcher de nuire une bonne fois pour toutes. Le juge a dit, en plus, il a l'air très méchant, regardez sa tête, c'est une vraie tête de criminel. Il y a longtemps que j'en ai pas vu une vraie. On peut pas laisser ça en liberté, c'est sûr. Vous faites quelle taille? Moi j'ai dit, c'est pour le costume du mort, vous pouvez me laisser à poil, je suis pas pudique. Le juge a dit, mais ça serait quand même du gaspillage si on lui coupait la tête, non? C'est une force de la nature. Il doit abattre des arbres à coups de poing, non? Ça peut servir ça, un type aussi fort. Et puis il a l'air en pleine forme. Moi je crois qu'on peut le prendre. Le procureur était encore plus énervé. Il a dit, la société ne tolérera pas qu'un individu comme celui-là ne soit pas effacé. Il faut l'anéantir. Il faut le dissoudre dans l'acide. Il faut le couper en petits morceaux puis le jeter dans l'océan. C'est lui ou c'est moi, à vous de choisir. Le juge a dit, il ne faut pas vous énerver comme ça, on va trouver une solution. Un matin, on m'a mis dans une cellule spéciale avec d'autres. On nous a donné à manger, mais c'était mieux que d'habitude. On nous a donné des vêtements, des souliers, des sabots. Pourquoi ils donnent des vêtements? On part en voyage. Oui, à ce qui paraît. On va à la Guyane. Quoi? La Guyane, c'est une île de l'autre côté de l'océan. Ils en envoient souvent des comme nous. Moi je le dis, on va tous crever. Voilà. On va tous choper des maladies. Ils n'ont pas coupé ma tête, mais ils se la payent ma tête. J'ai pas envie d'être bouffé par des moustiques ou des serpents. Alors moi, je me suis régalée avec des petits plats. Il y a longtemps que c'était pas arrivé. Certains ont dit qu'on avait de la chance, on allait à la Guyane. D'autres ont dit qu'on allait tous mourir, parce que tout le monde mourait à la Guyane. C'était l'enfer, tout le monde savait ça. Alors moi, j'avais entendu parler, mais comme on prenait le bateau et que moi, j'avais jamais pris le bateau, j'étais contente. Puis on mangeait rudement bien depuis quelque temps. Il y avait tout un tas de gens sur les quais. Il y avait des tas de gens qui nous regardaient partir. On aurait dit un enterrement avec plein d'invités. Et le gros cercueil, eh ben, c'était le bateau en fer énorme qui attendait un peu plus loin. Je suis allé à mon enterrement à pied avec plein de condamnés comme moi. Comme si on avait décidé tout seul de mourir. Sauf que moi, j'ai rien fait. Je suis honnête. Pourquoi j'irais me coucher dans un cercueil en fer? C'est pas normal. Je subis une injustice. Je l'ai dit au juge, je l'ai dit à la prison, mais personne n'a voulu m'écouter. Et maintenant, j'étais dans une cage, sur un bateau, avec un tas de types inquiétants. Je l'ai dit aux surveillants que j'étais pas à l'aise. Moi j'ai tout de suite sympathisé. J'ai vu qu'il y avait plein de braves types comme moi dans ce bateau. On a discuté d'où on venait, et naturellement ceux qui étaient du même coin, ils se sont mis ensemble. On s'est dit qu'il fallait qu'on s'épaule, mais qu'il fallait d'abord qu'on apprenne comment ça se passait aussi. Alors on a cherché un gars qui avait été repris après s'être évadé. Parce qu'il faut pas se mentir, moi j'ai tout de suite pensé à l'évasion. Moi j'ai une affaire à gérer. Bah oui, je peux pas la laisser sans surveillance, sinon elle va couler. Je peux pas me permettre de rester à l'écart parce que la concurrence est très forte dans mon domaine. Tu vois ta boîte couler d'un coup. Alors il n'est pas question que ça arrive. J'ai mis des gens de confiance pour me remplacer, mais vous savez ce que c'est, on n'est jamais sûr qu'ils seront à la hauteur. Alors on a bien discuté entre nous, et puis on a repéré un gars qui avait fait le voyage. On est allé le voir. Il a fait un peu le fier de voir tous ces types autour de lui. C'était un Corse, un vrai dur. Beau parleur, mais intelligent. Alors le bateau, c'est vraiment bien, mais ça bouge un peu trop. Alors du coup, même si tu manges bien, tu vomis tout ce que tu manges. Moi, ça m'a déçu. Pour une fois que la nourriture était assez bonne, c'était un peu du gâchis. Et comme on était tout un tas de filles ensemble dans la cage, je me suis fait des copines. On s'est raconté nos vies et comment on était arrivés là. Chacune avait vécu des choses difficiles et forcément ça rapproche. Alors il y avait beaucoup de filles qui se vendaient. C'est pour ça qu'on les avait mis ici dans ce bateau. Des filles qui se vendaient et puis qui volaient aussi un peu à droite, à gauche, normal quoi.
Alors moi aussi, j'ai essayé de me vendre, mais c'est pas facile. Ça n'a pas marché. Je plaisais pas. Ah, pourtant, quand même, je suis pas moche. Mais avec moi, il y avait des filles très belles. Il y a des filles qui faisaient plein de clients par jour. Il y a des filles qui avaient tellement gagné qu'elles avaient des maisons où habiter. Elles avaient même des bonnes. D'autres, elles avaient aussi des types qui les entretenaient. Alors moi, ça me faisait rêver toutes leurs histoires. C'était la belle vie. Et maintenant, on était là ensemble, en voyage. Et on pouvait même pas regarder dehors. Il n'y avait pas de fenêtre. Mais on sentait la chaleur de plus en plus forte. Surtout depuis quelques jours. J'en étais sûr. Depuis le début, je me disais, ça va finir mal. Ça devait arriver. Il y en a un, il s'est énervé contre un autre. On était tellement serrés dans ce truc qu'on avait chaud. Évidemment que ça a dégénéré. Avec des malfrats. Ben, ça dégénère toujours. J'étais la seule erreur judiciaire ici. Il y en a plein qui le disaient. Mais ils mentaient. Ils avaient des têtes d'assassins. Et voilà, il y a deux dangereux malfaiteurs. Ils se battent juste à côté de moi. Évidemment qu'il y en a un qui sort son couteau. Et ben il essaie de l'enfoncer dans l'autre. Mais il s'y prend pas bien. Il est pas bien positionné. C'est pas comme ça qu'il y arrivera, je me suis dit. Et il sait pas ce qu'il fait. Et puis le type au couteau, il fait de grands gestes. Et nous, eh bien, on essaye tous de s'écarter parce qu'on va prendre un mauvais coup, c'est sûr. Et il sait pas ce qu'il fait. Et il n'arrive pas à toucher l'autre type. Du coup, eh ben, tout le monde commence à s'énerver, à hurler. Les surveillants, ils s'approchent. Et là, eh ben, il y a un des types qui est à terre, avec du sang qui coule dans ses mains. Ça m'a rappelé mon affaire, ça, quand j'ai été accusé à tort. Du coup, eh ben, les surveillants, ils s'énervent. Ils disent qu'ils vont fouiller tous les sacs. Et là, c'est vraiment n'importe quoi, tout le monde est fouillé. Les affaires sont retournées. Et à la fin, eh ben, il y a plusieurs couteaux. Certains fabriqués avec des bouts en métal, étalés, sous les yeux des surveillants. Ils ramassent tout et ils partent. Certains essayent de soigner le blessé, mais bon, c'est une égratignure. J'ai pas demandé à aller à la Guyane. Je suis un grand lecteur du journal. Et j'ai lu des choses pas très jolies. Ah bon? J'ai lu qu'ils nous mettent aux colonies pour qu'on travaille à construire la colonie. Parce que comme ça, eh ben, ils nous payent pas. Vu qu'on est des bagnards. Ah bon? Il paraît. Alors il paraît aussi qu'il faut qu'on creuse une route à moustiques. Une route empruntée que par les moustiques. Et que les colons, eh ben, ils veulent aussi emprunter. Et ils creusent leur route eh ben, sur la route à moustiques. Les moustiques, ils n'ont pas envie qu'on leur pique leur route à moustiques. Alors ils piquent tous ceux qui leur piquent, c'est normal. Ah bon? Ah, c'est pas drôle. Il paraît qu'il y a la moitié des bagnards qui crèvent à la Guyane. Le journal, il l'a dit. Et comme j'ai de l'instruction, eh ben moi je l'ai dit au juge. J'ai dit, je veux pas aller à la Guyane. Parce qu'on dit que c'est beau. C'est joli. Ça coule douce. Moi je sais bien que c'est pas vrai. Moi je sais bien qu'on nous envoie là-bas pour nous tuer au travail. Et qu'il y a plus de façons de tuer les gens que de les faire vivre à la Guyane. Je vois pas pourquoi j'irai chez eux à provoquer les moustiques pour qu'ils m'attaquent. Moi, j'ai pas demandé à les envahir, je suis pacifiste. Moi, je crois que t'exagères. Je suis sûr qu'on peut faire des affaires. Moi, je suis un homme d'affaires, c'est mon truc. Quand je vais quelque part, je fais des affaires. Si tu vas à la Guyane, c'est que t'es un truand. Et si tu fais des affaires, c'est des affaires au chasse-voix. Il n'y a que des voleurs et des assassins ici. Regarde ta tête. T'as une tête de truand, on ne peut pas te faire confiance. Si tu fais des affaires, c'est sous la menace, ça se voit. Moi, j'ai un petit creux. Bon, t'as pas vu que je suis une baraque? Moi, je peux te casser en deux morceaux avec une main. Je peux te briser les dents en te soufflant dessus. Je peux te tordre le cou, juste pour rigoler ou pour gagner un pari. Je peux te casser les bras et les jambes à coups de poing aussi. Je peux aussi te lacerer le visage, ça j'ai déjà fait, je trouve ça assez sympa. Je peux aussi t'arracher les ongles avec mes dents, mais ça c'est juste pour le plaisir de pouvoir souffrir. Les ongles c'est un truc classique, tout le monde le fait. C'est simple, c'est efficace et ça calme. Ah mais non, mais je ne parlais pas pour toi. Ah mais c'est pas toi que je vis, ce sont les autres là. C'est un ramassis de sale type. Alors que moi, eh ben, je suis en plein milieu, je devrais pas être là, au milieu de l'océan. J'ai une femme qui m'aime, moi j'ai une vie stable, j'ai une vie de famille. Je devrais pas être là au milieu de tous ces Quasimodo. On a fait du bateau.
On a fait beaucoup de bateaux. Et on en a fait longtemps. C'est vraiment une activité nautique, le bateau. Alors moi, j'ai vraiment aimé, mais surtout au début, quand j'avais jamais fait de bateau. Parce qu'au bout d'un moment, on a beau dire, c'est plus amusant. Au bout d'un moment, mais même sans faire la difficile, parce que bien sûr, tout le monde n'a pas les moyens de partir en bateau, c'est sûr. Au bout d'un moment, on en a un peu marre. Ça chaloupe le jour et ça chaloupe la nuit. Et quand on vomit un repas sur deux, ça n'est pas non plus le plus amusant. Non, moi, si c'était à refaire, je ne referais pas. Non, le bateau, c'est bien, mais pas trop longtemps. Et si ça chaloupe pas, c'est bien aussi. Et nous, quand même, c'était un long voyage. Une longue croisière. On a traversé l'océan. On a traversé comme ça tout l'Atlantique, sans s'arrêter. On est allé là où il n'y a que de l'eau et des poissons. Même pas un morceau de terre ou quelque chose. Alors nous, on n'avait pas de fenêtre, mais on nous a raconté. À ceux qui en avaient, ils nous ont dit, c'est chiant, c'est toujours la même chose, ils passent toujours la même chaîne animalière. Au bout d'un moment, ça lasse. Plus personne ne regardait l'océan. Alors, comme la direction n'avait pas prévu des divertissements, on s'est beaucoup ennuyé. On a joué aux cartes. Moi, j'ai appris à tricher avec mon père. Il était tricheur de cartes, il travaillait à son compte. Alors, il m'a appris depuis toute petite, alors j'ai gagné toutes les parties. Mais bon, gagner, c'est bien, mais quand c'est trop facile, c'est pas drôle. On a fini par plus savoir quoi faire. On a passé des journées interminables. Les journées commençaient et elles finissaient pas. Puis un jour, à la fenêtre, certains ont dit « Regardez, on dirait qu'ils ont changé la chaîne. Il y a des taches noires dans l'océan. On entend des cris. On dirait des oiseaux. » Certains ont dit « Ça veut dire qu'on est près de la Terre. » Ils ont dit « Vu qu'il n'y a pas de terre entre chez nous et la Guyane, c'est qu'on est presque arrivé. Ouais, ça fait longtemps qu'on est dans ce bateau. On doit arriver aux îles. » Quand je suis descendu, le Corse, il m'a dit qu'il me fallait une assurance vie, que je ne pouvais pas rester sans un sou. Mon avocat, ma femme, n'importe qui doit procurer de l'argent. Puis quand j'ai mon argent, je ne dois pas le perdre. Ça, c'est le plus important, ne pas perdre ton argent. Tu dois te carrer le plan dans les fesses. Voilà, le plan, c'est ton assurance vie. Tu pourras acheter ce qu'il te faut en contrebande. Tu pourras aussi payer ton évasion. Le Corse, il m'a dit, si tu veux t'évader, tu devras payer du monde. Un piroguier, du matériel, de la nourriture pour 15 jours au moins. Puis de quoi tenir un bout de temps quand tu seras à l'étranger. Il a dit aussi qu'on ne s'évade pas des îles. On a tous demandé comment on fait alors. Parce que la Guyane, c'est bien une île. Il a dit qu'on était une bande de cons. La Guyane, c'était pas une île. Mais il y avait des îles où on mettait les durs. Et s'évader des îles, personne ne l'a jamais fait. Il a dit que le meilleur moyen, c'était la grande terre. Mais il fallait être bien préparé, bon matelot, pour s'en sortir. Il a dit aussi que si les surveillants nous retrouvaient, ils nous tireraient dessus. Il a raconté aussi qu'il s'est évadé de Saint-Laurent sur une chaloupe. Il a passé la barrière du Ressac et il a pris la mer plein ouest. Mais il a dû échouer chez les Anglais parce qu'il n'avait plus rien à boire, plus de nourriture. Et là, les Anglais l'ont rendu au bagne. Puis il a fait une nouvelle tentative. Et cette fois, il est allé au Venezuela. Alors quand tu atteins le Venezuela, c'est gagné, tu t'en es sorti. Tous les bagnards, ils veulent aller au Venezuela. Mais c'est difficile parce que c'est loin. Parce qu'il faut éviter le soleil. Parce qu'il ne faut pas dériver. Et puis il faut assez d'eau et de nourriture. Mais lui, il y est arrivé, le Corse. Mais une fois au Venezuela, il a voulu revenir en France pour retrouver sa fiancée. Et là, il s'est fait reprendre. Ça, c'est l'histoire du Corse. Moi, j'ai peur de rien, mais quand même, j'ai commencé à avoir un petit tremblement. J'ai commencé à comprendre que je verrai peut-être plus jamais ma mère. Parce que je l'aime, ma mère, et que ne plus la revoir, ben, ça m'a fait quelque chose. Ah oui, je suis une baraque, mais je suis sensible quand même. J'ai des sentiments, j'ai de l'attachement pour la famille. Et là, j'étais sur ce bateau puant depuis des jours à écouter les histoires du Corse, et je m'éloignais tous les jours un peu plus de ma vie, ma vraie vie. Et le royaume des morts s'approchait de plus en plus. Je traversais l'océan de la vie pour aller peut-être mourir à la Guyane, loin de ceux que j'aime, loin de mes affaires, comme un pestiféré, contagieux qu'on met à l'écart pour qu'il crève dans son coin. J'étais pas un bon Français comme les autres, et les comme moi, on les écartait comme des mouches sur la soupe. Ça m'a fait quelque chose. C'est pas parce que j'ai tué un type qu'il faut me filer une double peine. On n'a pas le droit de me faire ça, parce qu'une fois que j'aurais fait ma peine, je pourrais pas non plus rentrer à la maison. C'est pas parce que je suis costaud qu'il faut me filer une double peine. Mais bon, moi je me laisse jamais abattre, j'ai l'esprit d'entreprise, je suis un gagnant. Alors j'ai passé le voyage à écouter les gars qui connaissaient la Guyane. Je voulais tout savoir de ce bled pour organiser mon évasion.
quel boulot il fallait prendre, comment rester avec les copains. J'ai posé des questions, j'ai écouté des histoires. Et puis un jour, on a entendu les oiseaux. Il faisait une chaleur insupportable et on a entendu les cris des oiseaux. Le Corse a dit, ça y est les gars, on arrive. Moi, j'étais à côté du hublot. Et un jour, j'ai vu une bande de terre toute plate. On aurait dit de la terre écrasée avec dessus une coiffure toute verte. Et pour ce que je voyais, eh ben, c'était partout pareil. Le bateau, il a alors changé son cap. Il a pris l'embouchure d'un fleuve. Je sais comment ça s'appelle, je l'ai lu dans le journal. Il y avait du courant. L'eau était toute marron, toute bizarre. Comme si elle avait été remuée avec une cuillère dans le fond. Franchement, j'ai pas aimé. Ah non, ce que j'ai vu, c'est télé. C'est pas pour dire du mal, mais c'est pas du tout ce que j'avais imaginé. J'avais vu des dessins des îles à Paris qu'on vendait sur les places, mais c'était pas du tout ça. Surtout l'eau, c'était pas du tout de la bonne couleur. Pourquoi les Français, ils ont pris cette colonie? C'est sûr que personne n'en voulait, ni les Anglais, ni les autres. Ils ont sûrement dit, écoutez les gars, on va pas se bagarrer. Vous voulez cette terre, prenez-la et bonne chance. Et eux, eh ben, ils sont partis ailleurs, prendre les meilleures colonies. Pendant que les Français, eh ben, ils se sont demandé s'ils n'étaient pas en train de se faire avoir. Quand ils ont compris, c'était trop tard. Les autres, ils avaient déjà pris toutes les bonnes colonies. Et maintenant, eh ben, eux, ils avaient celle-ci sur les bras. Comme ils ne savaient pas quoi en faire, ils ont dit qu'ils allaient la remplir avec des repris de justice. Eh ben, ils n'auront qu'à couper des arbres, les repris de justice, pour s'occuper. Je l'ai entendu dire sur le bateau. C'était un gars avec beaucoup d'instructions, qui a lu des tas de livres d'histoire, il connaît toute l'histoire de la Guyane par cœur. Il connaît le nom des villes. C'est même lui qui a dit qu'on allait accoster à Saint-Laurent-du-Maroni. Il a dit la ville principale s'appelle Cayenne, mais pour nous autres, Saint-Laurent, comme il dit, ben, c'est notre capitale. On l'a construit tout exprès pour les repris de justice. Toute la ville, elle est pleine de repris de justice de toute la France, avec des magasins de repris de justice. Tout un tas de choses utiles aux repris de justice. Des chemins de ronde, des chemins de promenade pour les surveillants des repris de justice. Mais moi, ça ne m'a pas convaincu. On est arrivé à la Guyane. Alors moi, j'étais vraiment contente. Le bateau s'est arrêté. Et quand on est sorti, il y avait plein de gens pour nous accueillir. C'était vraiment mignon qu'ils aient pensé au comité d'accueil. Il paraît que toute la ville était là pour nous accueillir. Alors ce sont des gens vraiment gentils à la Guyane. C'est pas comme en France. Il y a des gens de toutes les couleurs. Il y en a de toutes les formes. Il y en a des petits et puis il y en a des grands. Il y en a des nains comme chez nous. Et puis il y en a en tenue toute blanche qui ont l'air importants. Il y en a avec des tenues de prisonniers. Et puis j'ai vu des grandes maisons avec des toits en tôle. Et puis j'ai vu des cocotiers. Ces arbres avec les gros œufs, avec la coquille noire. On dirait des décorations de Noël. Et puis il y avait des pirogues au bord de l'eau. Alors moi je suis très romantique. Tout de suite je me suis vue avec mon amoureux au bord de l'eau. Mon amoureux qui me tient l'ombrelle pour me protéger du soleil. On est allongés sur la plage tous les deux au bord du fleuve. Et on regarde les poissons sauter dans l'eau. Parce que les poissons sautent au-dessus de l'eau à la Guyane. Là, les poissons, on aurait dit qu'ils dansaient autour de moi et de mon amoureux. C'était très beau. Ça m'a tout de suite plu. Et je me suis dit que la Guyane, c'était l'endroit où il fallait que j'aille. J'allais trouver un mari ici. On fabriquera une cabane et on vivra heureux avec les poissons dansants. Ah, j'étais tellement contente. Et puis, toutes ces couleurs et toutes ces odeurs, parce qu'il faut le dire que ça sent fort la Guyane. La terre est toute rouge, la forêt est toute verte, et l'eau est toute marron. Je sais pas pourquoi. J'ai demandé aux copines, mais elles disent que c'est dégueulasse. Alors, mais là, comme j'avançais pas sur le ponton, le surveillant m'a poussé en disant que j'allais pas y passer la journée. J'ai suivi les copines en file indienne, on a rejoint la berge. On a débarqué les uns derrière les autres. Les surveillants, ils avaient l'air mauvais. On aurait dit qu'ils cherchaient la bagarre. Ils étaient armés jusqu'aux dents. Ils ont frappé d'un coup de crosse un type qui râlait. Ils étaient regroupés comme des soldats romains. Ils nous visaient avec la pointe de leurs fusils, comme ils l'avaient déjà fait à l'enterrement de Saint-Martin-de-Ré.
Mais ceux-là, eh ben, ils étaient plus dangereux, eh ben, ils avaient peur de nous, c'est sûr. Sauf que c'est eux qui avaient les armes. Ils nous ont complètement encadrés devant, derrière, sur les côtés. Ils se sont pressés tout près de nous. Les armes dirigées sur nous, ils nous ont pressés d'avancer en nous hurlant dessus. J'ai compris qu'on était dans un autre monde. J'ai compris qu'ils n'étaient pas contents. Tous ces gars-là qui descendent du bateau, c'est du travail en plus. C'est du tracas. Ce sont des bêtes à dresser. Alors, eh ben, ils nous poussaient les uns contre les autres pour nous montrer qui était le chef. Ils cherchaient aussi l'incident. Ils voulaient nous faire peur. Un de nos gars est tombé par terre. Ils ont aussitôt sorti les matraques. Ils l'ont fracassé. Le gars avait le crâne ouvert. Ils ont continué à frapper sur le type évanoui. Nos gars, ils l'ont attrapé, ils l'ont porté. Ils ont continué à frapper jusqu'à l'évanouissement. Pourquoi, là, tous ces coups? Pourquoi? Mais c'était pas le pire. Parce qu'en marchant sur la grande avenue, là, qui mène du débarcadère au camp de la transportation, les surveillants, ils ont frappé un type qui s'est plaint qu'on n'est pas des animaux. Le surveillant, eh ben, il est allé vers lui. Il lui a crevé l'œil avec la pointe du fusil. Le type, il a hurlé. D'autres surveillants, ils sont arrivés. Ils ont tapé dessus avec leur matraque. Le type, il hurlait. Et puis plus il hurlait, ben, plus les surveillants, ils le frappaient. Tout le monde était sous le choc. Les badauds, ils regardaient en ricanant. Pendant que nous, eh ben, on se regardait là entre nous. Des sadiques. Voilà ce qu'ils sont, les surveillants. C'est des gars à qui on lâche la bride et qui jettent comme des chiens sur la foule, prêts à tuer pour plaire à leur maître. Voilà ce que je me suis dit. Voilà ce qui s'est passé sous mes yeux. Quand je suis descendu du bateau, on est passé de l'être humain à l'animal, en quelque sorte, en quelques pas, quoi. Nous, qu'on avait été parqués les uns contre les autres, marcher, eh ben, c'était pas facile. Avec cette lumière qui nous aveuglait, avec ce soleil-là qui tapait sur nos têtes, après le mois de calme, là, dans l'obscurité du bateau, ils voulaient nous casser dès la première seconde, pour qu'on comprenne que la liberté, ben, c'était fini. On l'avait connu en France. Même en prison, on avait des droits et des réclamations possibles. Mais là, alors là, on changeait de régime. C'était leur droit de vie ou de mort sur nous. Le droit de faire de nous ce qu'ils voulaient, hein, comme ça les arrangeait. Par-dessus notre dos, en profitant de nous de toutes les manières possibles et imaginables. On était devenus du bétail, des animaux. Et ils allaient nous exploiter, bah, autant qu'il faudrait, jusqu'à la mort. Comme je l'avais lu dans le journal. Sauf que le journal, vous savez quoi, il n'avait pas dit que les surveillants, c'était des brutes sanguinaires en uniforme, capables de tuer pour une routière contestataire, un invalide, un vieux, un affaibli, selon leur bon vouloir. On était du bétail, des animaux, puis on allait nous exploiter autant qu'il faudrait jusqu'à la mort. Comme je l'avais lu dans le journal. Mais le journal, il n'avait pas dit que les brutes, les surveillants, c'était des brutes sanguinaires en uniforme capables de tuer, et bien pour une broutille. Un contestataire, un vieux, un affaibli, selon leur bon vouloir. J'ai compris qu'on allait nous tuer au travail de la pire des façons, en nous affamant, en nous terrorisant. On était devenus du bétail, des animaux. On était devenus des numéros pour cette bande de brutes ultraviantes, mandatée exprès pour nous mutiler, nous torturer, nous casser le moral, dans tous les cas nous anéantir. Le monde de la liberté, vous savez, si chèrement défendu dans notre vie d'avant, eh ben c'était fini. On était entré dans un nouveau régime, un nouveau monde, comme il disait. Et comme l'a dit le directeur à l'intérieur du camp dans son discours, il a dit, vous êtes au nouveau monde, vous êtes l'avenir de la colonie, car vous allez construire et puis vous allez faire prospérer celle-ci en donnant le meilleur de vous-même, en vous soumettant aux règles martiales du camp et sans jamais attendre de clémence, car vous avez fauté là, et vous êtes ici pour expier vos fautes. Et nous serons impitoyables contre tous ceux-là qui manifesteront, tous ceux qui protesteront, ceux qui contesteront. En gros, eh ben, tous les emmerdeurs qui n'auront pas compris qu'ils doivent se soumettre ou mourir. Voilà votre nouvelle vie. Voilà votre avenir. Car nous construisons ensemble la société de demain, avec vos mains, avec vos sangs, comme nos valeureux soldats meurent pour la France dans la bataille. Voilà votre bataille. Votre bataille, vous la mènerez sur les bâtiments que vous construirez, sur les routes que vous creuserez, avec le courage, avec la reconnaissance pour votre pays
vous rappelle que votre pays vous nourrit gratuitement. Il faudra beaucoup de nez pour recevoir un peu. Et nos surveillants, ici présents, y veilleront. Le règlement est simple. Refus d'obéissance, 60 jours de cachot. Vol de nourriture, 60 jours de cachot. Fausse déclaration de maladie, là, pour se réfugier à l'infirmerie. 60 jours de cachot. Vol de nourriture, tout, 60 jours de cachot, etc., etc., etc. Mais bien sûr que la peine est assortie de pain sec et d'eau. Et pour ceux qui en sortiront vivants, ce qui est rare, eh ben ce sera 60 jours supplémentaires. Et pour le dessert, sachez que nos surveillants ici présents sont autorisés à tirer à vue, à mutiler, si nécessaire, en général à prendre toutes sortes de dispositions qu'ils jugeront nécessaires, pour assurer le bon fonctionnement du camp et briser les révoltes. Bienvenue à la transportation. Quand je suis descendu du bateau, j'avais toutes les informations pour réussir. Le Corse m'avait tout expliqué. Et quand on a le sens comme moi des affaires, avec le petit pécule que j'avais sur moi, ça allait pas être difficile de détourner de la marchandise. Il suffisait de donner de l'argent à la bonne personne. Un commis, un intermédiaire qui aurait eu accès à de la marchandise comme des cigarettes, de la nourriture, de la viande, des légumes, des vêtements qui arrivaient de la métropole pour les bagnards. Tout pouvait être détourné et vendu. Le problème, c'est que moi, je devais changer de spécialité. Moi, j'étais dans les filles. Et là, il fallait me diversifier. Du point de vue économique, c'est important la diversification. Ça évite les mauvaises surprises. Et on peut se refaire dans une affaire quand une autre affaire a capoté. Bon, moi, je m'adapte facilement, j'ai une bonne nature. Mais j'ai tout de suite senti que je pourrais faire fortune. Bon, j'étais quand même enfermé dans un camp, mais ça fait de la clientèle captive, un camp. Faut voir le bon côté. Le client, il n'a pas accès au magasin du centre-ville, il n'a pas le choix. Il attend qu'on lui donne, ou il achète ce qu'on ne lui donne pas. Et quand le client n'a pas le choix, c'est quoi? La libre concurrence. C'est la libre concurrence, on fait du pognon. Alors tu vois, j'avais déjà dans ma tête un plan tout prêt. Je ferai d'abord de l'argent, j'arroserai des tas de types. Puis quand j'aurai gagné assez, je me ferai la belle. Avec un gros réseau de connaissances, distributeurs, fournisseurs, producteurs. J'allais rencontrer du beau monde, et avec ce beau monde-là, et un bon paquet de pognon, à moi la belle vie. Finalement, moi je commençais à me dire, en arrivant au camp de la transportation, que c'était une chance d'avoir tué ce type. Bon, c'est sûr que vu de l'extérieur, les surveillants avaient l'air susceptibles, ils avaient tendance à cogner un peu trop, les gaffes. Le directeur, par contre, moi, il m'a paru plutôt gentil. Il a fait un discours un peu comme ça pour montrer qu'il tire la cravache, mais je voyais le brave type, moi. Je voyais un homme droit, fiable, et surtout qui voulait pas s'emmerder avec cette bande de clochards qui allait encore envahir son camp. Après le comité d'accueil, le directeur a dit qu'on allait nous répartir dans toute la Guyane, selon nos spécialités. Il nous mettrait ensemble, selon les besoins, selon les métiers. Il voulait des boulangers, des charpentiers, des menuisiers, des charcutiers, des artisans de poterie, je sais pas moi, tout un tas de choses que je connaissais pas. Ils n'ont pas demandé ma spécialité à moi, vu qu'il n'y avait pas de filles dans le camp. Mais je me disais quand même que tous ces gars collés ensemble, sans pouvoir, vous voyez ce que je veux dire? Ça devait quand même au bout d'un moment forniquer ensemble, non? Forcément, des jeunes gars en pleine forme, il y a toujours un moment où il va falloir que ça se vide. Et ça, c'est une opportunité, je me suis dit. Je ne laisserai pas passer ça. Ah oui, mais des filles ou des hommes, de toute façon, c'est la même chose, il faudra de l'organisation. Moi, j'ai la compétence pour ça. On nous a amenés à la sœur de Saint-Joseph de Cluny. Je ne savais pas qui c'était. Je connaissais pas son frère, mais elle était drôlement gentille. Elle nous a amenés dans sa grande maison qui s'appelait le couvent. Alors elle nous a expliqué qu'il fallait qu'on soit sage, qu'on serait bien nourri, alors ça m'a fait plaisir, mais qu'on allait travailler parce qu'on n'était quand même pas en vacances. Elle nous a dit qu'avec les crimes qu'on avait commis, il fallait pas s'imaginer que la vie serait facile, c'est normal, et que peut-être on trouverait une situation, un mari, que c'était déjà arrivé, et que ça c'était notre but. Parce qu'avec un mari à la Guyane et des enfants, la société serait contente et elle nous embêterait plus si on restait ici le reste de notre vie. Alors moi je suis une bonne fille. Moi je veux un fiancé qui m'aime, qui travaille et qui me nourrisse. Je suis pas difficile, mais il faut qu'il soit gentil. Et s'il fait bien la cuisine, ce serait un plus. Parce que je le reconnais, moi je me débrouille en chapardage, mais en cuisine pas trop. Alors, souvent j'ai trop faim pour attendre, alors je préfère manger tout cru. Alors un mari qui après le travail me prépare la soupe, ça oui, ça me plaît. Alors mais la sœur, elle a dit que en attendant le mari, le travail c'est nous qui allions le faire.
On allait coudre des vêtements pour les bagnards, on travaillerait à la chaîne et on nous donnerait une moitié de salaire. Puis la sœur, elle nous garderait l'autre moitié pour quand on aurait le mari. Notre travail, ce serait donc la couture et chercher un mari. Oh, je me disais quand même, ma fille, tu étais à la capitale, à la rue, avec tout le monde qui te jette des épluchures, des clochards qui te violent, des bourgeois qui te fichent des coups de pied pour débarrasser le trottoir. Tu traînais dans les marchés pour gagner ta croûte. Et là, te voilà aux îles, dans une maison avec ton grabat, à l'autre bout du monde, avec la vue sur le fleuve Maroni, et au loin, l'autre Guyane étrangère, je vois les feux depuis ma fenêtre, au coucher du soleil. Et je m'endors au clapotis de l'eau, avec tous ces chants d'oiseaux qui me caressent les oreilles, surtout celui qui s'appelle Picolette. Celui-là, je l'aime, et je m'endors comme une petite fille. Je me sens comme une petite fille, loin des trottoirs de Paris, loin des vitrines où je collais ma tête pour regarder les bourgeois au restaurant. J'aimais bien regarder les assiettes des bourgeois au restaurant. Je regardais la bouche qui avale, l'assiette qui se vidait, les verres qui se vidaient, mais j'avais jamais la fin du repas, parce qu'un commis de cuisine venait toujours me chasser. Ça incommode la clientèle qui disait « Et maintenant, c'était la belle vie. Mon travail après la couture, c'était me trouver un mari. » J'avais hâte de commencer. On nous a triés sur le volet, comme on dit. Il fallait se placer. C'est important d'avoir un bon métier pour avoir une bonne place. Pas se retrouver à suer au travail. Moi, j'ai pas de métier. J'ai de l'instruction. Ça, j'en ai. Je sais lire le journal. Je sais compter aussi, s'il n'y a pas de virgule. Et malgré que cet endroit était odieux, ça l'est dégoûtant. Malgré qu'on n'avait même pas sa chambre personnelle, parce que ce ramassis d'assassins étaient presque tous sans instruction. Eh bien, j'ai compris que si je voulais sauver ma peau, mon métier, ça serait l'instruction. Donc, j'ai dit, je sais lire le journal et je sais compter. Ils m'ont dit, alors tu vas travailler avec le comptable du camp. Tu écriras dans les registres les montants de la nourriture, les entrées, les sorties. Tu travailleras dans son bureau à l'ombre. Quand il a dit ça, le gaffe, c'est le surveillant. Tout le monde l'appelle comme ça ici. Alors là, pour la première fois depuis mon erreur judiciaire, j'ai eu le sourire aux lèvres. Ah oh, vous pouvez me croire, le sourire aux lèvres, c'est pas mon genre. Où qui t'ont casé? À la 8. Avec ceux de la paperasse? Ah oui, j'ai de l'instruction. J'ai travaillé aux fournitures. T'es un planqué? Moi, ils m'ont mis au déboisement. J'aurais dit que j'y connaissais rien en forêt et en arbre. Mais ils m'ont répondu, t'inquiète, on va te mettre au parfum. Ça m'embête un peu, c'est pas du tout ma spécialité, le déboisement. Ah mince alors. Il paraît que c'est le plus dur, ça, le déboisement. Ils y crèvent presque tous au déboisement. Faut abattre des arbres énormes, faut les traîner jusqu'au fleuve pour qu'on les emporte. Il y a un fort taux de mortalité. T'as très peu de chances de survivre, enfin, selon les statistiques. T'as fini à m'emmerder, tu veux que je te cogne? Bah non. J'ai lu dans le journal qu'avec la dureté du travail, parce qu'il paraît que les arbres, ils sont plus durs que la pierre ici. Il y a des tas de morts. On les laisse crever, enterrer en même temps dans la vase, c'est plus pratique. Il paraît que les moustiques sont venimeux, que les animaux sauvages sont venimeux, les araignées sont venimeuses. Tu vas encore continuer à m'emmerder là? Tu veux une claque? Tu veux que je te fasse clamser? Ah non. Il faut quand même que tu fasses attention, alors moi je t'explique. Alors comme ça, t'es aux fournitures? Ouais. J'ai une bonne place aux fournitures, je suis premier adjoint. Tu sais, tu vas faire un truc pour moi? Un truc? Oui. Tu vas détourner un peu de marchandises. Juste un peu pour que ça se voit pas. Bah non. Bah, c'est pas légal ça. Je fais pas des choses illégales. Je veux pas perdre ma place ici. Tu vas prendre un peu de nourriture. Je vais bien te payer, tu vas avoir ton pourcentage. Tu as le plan. J'ai pas le plan. J'avais pas prévu d'être une erreur judiciaire. Qu'on m'amène aux colonies. J'ai aucun argent, moi. Écoute. Alors moi, je vais m'occuper de toi. Je vais te protéger. Tout le monde a peur de moi. J'ai vu les gars qui en avaient après toi aux douches l'autre jour. Non mais ça va, merci. Moi, je sais me battre. J'ai pas peur. Puis je vais pas aller au cachot pour les affaires des autres, là. Débrouille-toi, trouve quelqu'un d'autre. Tu vas pas toujours sauver tes fesses. Si t'as pas de protecteur, tu vas pas t'en sortir. Tu seras assassiné sans que ça gêne personne. Et je serai pas là pour te protéger, t'as intérêt à bien réfléchir.
Bon. Quand même, c'est pas normal, ça. Moi, je suis pour le capitalisme. C'est le meilleur système. On a beau dire, on a tout essayé. Et qu'est-ce qui reste à la fin? Qu'est-ce qui reste à la fin? Capitalisme. Le capitalisme. Faut faire confiance au marché, faut le laisser faire. Surtout, il faut pas intervenir. Surtout pas les surveillants, là, ou le directeur. Il faut l'autorégulation. La loi de l'offre et de la demande, c'est naturel. La loi de la jungle, c'est naturel. Il y a la demande et il y a l'offre. Tu veux un paquet de cigarettes, par exemple. Moi, je vends des cigarettes. Mais comme tu es au bagne, si tu veux m'acheter des cigarettes, tu vas payer le prix que je demande. Ça, c'est la libre concurrence. Moi, je suis le seul qui vend des cigarettes, j'ai éliminé tous ceux qui ont essayé. Donc, je te fais payer le prix que je veux et t'es satisfait. Le client est content et le vendeur se fait plein d'oseille. Ça, c'est le capitalisme. Alors, tu vois, j'ai bien monté mon affaire. J'ai grandi. J'ai fait dans le détournement de légumes, j'ai fait dans le détournement de viande, j'ai fait dans la cigarette, bien sûr. Et une fois que j'ai fait beaucoup de bénéfices, j'ai sous-traité. Tous les gars qui voulaient vendre, ils m'ont versé une commission. Ceux qui fabriquaient des meubles d'art pour les civils, ils m'ont versé une commission. Hein? Si tu voulais faire des affaires, ça passait par moi. Ah, je me suis pas emmerdé. L'argent ruisselait comme à la saison des pluies. Je me baissais juste pour le ramasser. Parfois, je connais aussi, s'il ruisselait pas assez. Quand les gars trouvaient pas normal de me verser ma commission, bam, je les cognais. Je les abîmais juste ce qu'il fallait pour qu'ils comprennent le système capitaliste. Puis quand ils avaient compris, ça marchait tout seul. J'avais des surveillants qui bossaient pour moi. Je leur donnais assez d'argent pour qu'ils protègent mes affaires. Et cognaient eux-mêmes, si besoin. En toute modestie, je suis devenu une célébrité. Ah, la combine, comme on appelle le milieu des affaires au bagne. C'est devenu ma spécialité. J'allais dans la forêt couper des arbres, mais comme je donnais de l'argent aux gaffes, je passais ma journée à dormir ou à me promener. Non, le bagne, c'est pas ce qu'on dit. Les journalistes, ils veulent du sensationnel. Ils inventent des tas d'histoires fausses pour que personne vienne à la Guyane, alors que tu peux te faire un pognon de dingue. C'est le nouvel Eldorado. Moi, c'est ce que je dis. Le gars qui est bosseur, qui est courageux et qui sait se servir de ses poings, il a l'avenir devant lui à la Guyane. J'étais le boss. J'étais juste en dessous du directeur dans la hiérarchie du bagne. Même la direction venait me voir pour régler les affaires sensibles. J'étais vraiment respecté par tous. On me demandait des conseils dans les histoires de couple. Bah oui, tu savais pas? Bah, quand un mec était trompé par son mec, qui on venait voir? Bah ouais. Je suis devenu respectable. Pour la première fois de ma vie, j'avais une belle situation. Mais quand même, faut pas croire que l'argent fait tout dans la vie, non? Non, surtout quand t'es enfermé au bagne. Tu peux pas faire tout ce que tu veux, tu peux pas te payer une femme ou te payer une maison. Tout le monde me disait, mais t'es le roi ici. Mais non, c'était une belle réussite. Moi, je pensais à ma mère, je pensais à la France, je pensais à mon but, parce que j'ai de la suite dans les idées, et que mon but, je l'ai pas oublié. J'ai pas oublié la belle. J'avais de l'argent, en veux-tu, en voilà. Des contacts dans l'administration, dans la surveillance. Je pouvais avoir tout le nécessaire pour l'évasion. Je cache pas que j'ai profité de ma situation de capitaliste, hein, mais il faut savoir regarder loin dans la vie. Regardez jusqu'au Venezuela. Alors là, j'ai été déçue. J'ai été très déçue. C'était pas ce qu'on nous avait dit. Sur le prospectus, il y avait la liste des menus pour la semaine. Il y avait les sorties en ville et les promenades en forêt. Il y avait le club de rencontres avec les maris. Il y avait le travail, alors en tout petit. C'était pas les horaires marqués. Non, parce que la couture, j'en ai eu la barbe. J'en ai eu des piqûres et des boutons de la couture. On s'est fait avoir. On a dû travailler du matin au soir. On a travaillé tous les jours. On a dû apprendre des prières par cœur. Puis tous les matins, on allait à la prière, puis on allait au travail. Assise sur un tabouret toute la journée sans pouvoir parler. Alors je parle même pas des repas. Alors non, je te conseille, n'allez pas au couvent Saint-Jean, vous serez déçus. Non, mais même pour nous, qu'on est des bagnards et qu'on n'est pas difficile, c'était pas bien. On a franchement crevé de faim, on a crevé de chaud, on a crevé d'ennui, on a crevé de boulot. Alors moi qui me réjouissais, que je croyais que j'avais réussi ma vie, ben non, je m'étais fait avoir, c'était trop beau. Alors, le décor était planté juste pour faire croire, mais alors c'était pas du tout ça.
Et la sœur ou la mère, là, je sais plus, c'était une grande famille que tu comprends rien, elle nous enfermait la nuit. Non mais ben nous, les copines, on n'était pas des greluches. Ben non, on n'allait pas se laisser impressionner par une bande de vieilles en robe de chambre. Non, on s'est fait la malle. Voilà, quand on en avait assez, on partait faire la bringue. Oh, on s'en est payé des bonnes. Avec que moi qui ne boivais pas, je me suis mis à boire sévère. On m'a même appelé la goulue, que j'avais une descente célèbre à la maison. Alors toutes les filles se marraient quand elles me voyaient ronde. Alors il paraît que je disais tout un tas de conneries à faire rougir une garnison de troufions. Moi je me rendais pas compte, mais alors ça oui, je me marrais. Puis à la taverne, il y avait des hommes, que ça reluquait nos cuisses, que ça croyait nous mettre à mal à l'aise. Bon, alors moi quand j'ai picolé, j'ai peur de rien. On s'en est envoyé du pilier de comptoir. Puis quand même, les copines, c'était des professionnels des hommes, fallait bien que ça couche un peu pour pas perdre la main. Bah, c'était de la formation continue en quelque sorte. Alors non, on s'est bien marré. Mais alors quand on rentrait au bagne des vieilles, c'était les cloches. Ça teintait de partout. Avec le mal de crâne qu'on avait, c'était pas gentil. Non, on avait fait de mal à personne. Bah, plutôt le contraire même. Et là, on s'est fait ramasser des plombes. Elle nous tombait les bras raccourcis. Puis elle nous dénonçait à l'administration. Et on était relogés au cachot avec presque rien à manger. Ah non, elles nous ont fait des misères, cette famille. Ah nous, on voulait s'enfuir, puis on voulait se trouver un mari pour se débarrasser des rabat-joie. Ah, ils avaient trop de religion, ces femmes. Elles voyaient que le bon Dieu et jamais les autres hommes en vrai. Ouais, ça manquait de ramonage, tout ça. Ouais, et ça se mangeait sur nous, qui sommes des braves filles et qu'on aime la vie. Ouais, alors forcément, ça n'a pas marché, notre affaire. Il y en a qui étaient tout le temps punis. Et ici, on attrapait des tas de maladies terribles. On voyait les copines crever sous nos yeux. Et pas un médicament. Et il y avait du moustique, en veux-tu, en voilà. On attrapait la fièvre jaune. Ah non, c'était pas les vacances comme on croyait. Alors, on a toutes voulu savoir comment ça marche pour le mari. Parce qu'on voulait mettre les voiles. N'importe quel mari pas trop faible, même un nez édenté, on aurait pris. Alors, on a dû attendre. La famille a dit, les maris, c'est pour la saison sèche. Là, c'est pas la saison des maris, on chasse pas. On fait la couture parce qu'il faut du rendement. Ouais, que c'est nous qu'on habille les bagnards et qu'on n'allait pas laisser ces pauvres gras à poil. On a attendu la saison du mari. Et on a commencé à sortir le dimanche sous la surveillance de la mère et des sœurs. On défilait devant des maris qui défilaient devant nous. Alors on se reluquait en faisant des tours, mais on n'avait pas le droit de toucher. Alors c'est le mari qui faisait sa demande en 3 exemplaires par écrit pour la mère et les sœurs. Et c'est la mère qui décidait si c'était le bon mari. Quand même, à notre âge, elle nous qu'on sait ce que c'est les hommes. Et que ces greluches n'en avaient jamais eu entre les jambes, et c'est elle qui choisissait. Non mais celle qui n'y connaissait rien nous disait qu'il faut prendre. C'est elle qui choisissait pour nous. Ah non, non, là franchement, moi je suis gentille, hein, mais là c'était trop. On a essayé de faire la révolution. On a fait la grève pendant des mois. Mais on n'a rien obtenu. On a dû plier, elles étaient trop vaches les vieilles. On a dû bien attendre notre tour que la grand-mère soit d'accord pour qu'on prenne un mari. Alors moi, elle m'en a trouvé un, la vieille, qui me trouvait à son goût. Elle m'en a trouvé un petit, très laid, un peu tordu, presque plus de dents sur le devant et sur le derrière, plus de cheveux. Bon, il n'avait pas l'air méchant, c'est sûr, il avait l'air d'une poule mouillée. Alors je me suis dit tout de suite, qu'est-ce que je vais faire avec ce truc? Non mais, c'est tout ballot, ça tient à peine sur ses cannes, ça sait sûrement rien faire, hein. Bah non, je vais pas le prendre, j'ai dit à la vieille. Non, puis quand même, la couture, ça commençait à faire. Alors je lui dis, ouais, bon, ça va, je le prends. Parce qu'à la Guyane, quand les filles comme moi prennent un mari, la Guyane leur donne une cabane avec un morceau de terre que tu vas travailler pour te nourrir. Tu as ta maison à toi. Alors moi, une gosse de la rue, la cabane avec le bonhomme, c'est mon rêve. Voilà, même avec un bonhomme qui n'en est pas complètement un demi-portion, peut-être que je pourrais en faire quelque chose. Moi, ça s'est mieux passé que je le pensais. J'ai fait carrière dans l'administration, oui, au bagne. J'ai commencé premier adjoint, et puis je suis monté jusqu'à la catégorie A, parce que je suis honnête et que j'aime le travail bien fait. Et aussi parce que j'ai dénoncé tous ceux que j'ai pu, tous les crevards. Enfin, sauf la grosse baraque. Enfin, j'ai dénoncé, et le directeur, il a commencé à bien m'aimer. Il m'a dit que la société, elle commençait aussi à bien m'aimer. Et que si je continuais comme ça, il pourrait arriver quelque chose.
Alors moi, eh ben, j'ai continué comme ça mon travail dans l'administration, et puis mon travail dans la dénonciation. Puis un jour, le directeur, il est venu me voir, il m'a dit « Putain, mon gars, hein, tu rends de grands services, tu conduis très bien, tu fais ce qu'on te dit. » Alors je suis allé voir le gouverneur, et il a accepté ma demande. Tu es libre, tu peux aller où tu veux, à l'est, à l'ouest, car la Guyane est à toi. Bienvenue à la Guyane. Alors ça, moi si je m'attendais à ça, alors ça m'a fait peur sur le coup, je me suis dit que non, je ne pouvais pas accepter. Ah oui, si j'avais une bonne place, pourquoi j'irais dans l'inconnu, sans savoir comment ça se passe? Je ne pouvais pas accepter. Alors j'ai dit au directeur, ah, c'est vraiment adorable, mais je préfère rester. Il m'a dit, mais vous vous moquez de moi, je suis allé tout exprès à Cayenne voir le gouverneur pour qu'il vous libère et puis vous refusez cette promotion. Vous voulez me faire passer pour un imbécile auprès de ma hiérarchie, hein. Vous allez me foutre le camp d'ici et fi ça. Allez, foutez-moi le camp. Alors moi, j'ai dû prendre mon baluchon et puis partir de la transportation. En ville, je ne savais pas où aller. Alors j'ai arrêté des gens, là, dans la rue, pour leur demander comment ça se passe après, quand on a fait le bagne et qu'on a un ancien comme moi du bagne. Ils m'ont indiqué un type qui avait une cabane, qui était un ancien comme moi, de la transportation, et il m'a expliqué, il m'a dit, t'as changé de bagne, ton bagne c'est la Guyane tout entière, sauf qu'ici personne ne te sert les repas. Alors si tu veux pas crever de faim, parce que tu crèveras de faim de toute façon, tu vas te chercher une femme à Saint-Jean, chez les sœurs, tu prends la femme, tu la maries, et puis tu vas voir la pénitentiaire, ils te fileront une cabane et un bout de terre, et bonne chance. Alors moi, eh ben, je suis allé chercher une femme un dimanche, on défilait là devant des tas de greluches qui ricanaient en smouk comme nous, et puis j'en ai vu une pas jolie du tout, mais elle avait l'air idiote. Alors je me suis dit, voilà, c'est ça qu'il te faut là, avec une idiote, t'as pas des discussions interminables parce qu'elle comprend rien. Alors je suis allé voir la sœur des mères là au couvent, et puis je lui ai montré sur le catalogue celle que j'avais choisie. Je lui ai montré, elle m'a regardé étonnée, elle m'a dit, mais vous êtes sûr là que vous voulez celle-là? Parce que personne ne la veut celle-là. Je dis, oui, je suis certain, c'est celle-là que je veux prendre. Elle m'a dit qu'elle allait réfléchir, puis elle a réfléchi. Je suis allé chercher la femme, après la cérémonie de mariage, et je l'ai assise sur une chaise. Moi, j'ai commencé à préparer mon évasion. J'ai trouvé un piroguier par un intermédiaire qui a noyé une pirogue dans une crique. J'ai fait acheter la nourriture et tout le matériel, et maintenant, il n'y avait plus qu'à s'évader. Il me fallait aussi 2 gars de confiance. Il m'en fallait un qui savait bien naviguer, parce que sinon on se ferait reprendre, et un autre pour organiser l'évasion, parce que c'est la première étape, l'évasion. J'ai payé le type de l'infirmerie pour qu'il me fasse entrer avec mes gars. On s'est retrouvés plusieurs jours à l'infirmerie, parce que depuis l'infirmerie, c'est plus facile de s'évader. Il faut tromper les gardiens, puis il faut descendre, longer un mur, puis sauter par-dessus, et c'est la belle. On a attendu le meilleur moment. Un jour où les gardes avaient trop bu, et vous pouvez me croire, ça arrivait souvent, ils ont commencé à ronfler. Mais avant, on a envoyé un jeune pour aguicher le porte-clés qui était porté sur la jeunesse. Le jeune l'a entraîné dans les douches, puis on lui est tombé dessus. Surtout moi, je l'ai assommé d'un seul coup. On a pris les clés et on a passé la première porte. Là, les gardes jouaient aux cartes, ils étaient déjà sous, des barriques. On a foncé à 3 sur eux, ils n'ont pas eu le temps de comprendre. Avec un pied de lit que j'avais préparé, j'ai frappé toutes mes forces et ils sont tombés l'un après l'autre, sans un bruit. Personne n'a rien entendu, pas d'alerte, pas de cri. On a traversé la salle, puis on est descendu. Le camp était calme, c'était la nuit. Il n'y avait personne autour de nous. J'avais fait passer le mot au CAF qui bossait pour moi, qu'il fallait dégager le passage, sans dire pourquoi, bien sûr. On a longé le mur jusqu'à un recoin du côté du fleuve. Là, on avait caché une échelle de corde et des crochets pour escalader le mur. On a dégagé l'échelle, on l'a accrochée au mur. Le calme régnait toujours dans le camp. Mais comme on n'avait pas bâillonné les gardes de l'infirmerie, ils pouvaient se réveiller n'importe quand. Je préfère vous dire que moi, qui n'ai jamais peur, à ce moment-là, mes jambes tremblaient. On a franchi le mur, on a longé de l'autre côté, du côté de la Liberté, jusqu'à un angle. Là, on savait que des gardes patrouillaient à l'extérieur et qu'il fallait faire attention. La cloche ne sonnait toujours pas, il n'y avait pas d'alerte. Ça se présentait bien, notre affaire. On s'est ensuite enfoncé dans la brousse. Là, on savait qu'on était couvert, mais il fallait marcher 3 heures jusqu'à la crique où on nous avait laissé la pirogue. Il fallait aussi que je paye le piroguier après avoir vérifié la marchandise. Mais surtout, on n'avait pas de temps à perdre, parce qu'on devait franchir le ressac du Maroni avant la marée, sinon c'était fichu. Alors on s'est orienté dans le noir, moi je connaissais la forêt comme ma poche, et on a fini par trouver la crique. Mais là, il n'y avait personne. Je me suis dit que c'était un piège, qu'on allait se faire tuer par des charbonniards qui voulaient nous prendre le plan. J'avais planqué beaucoup d'argent sur moi, et comme on me connaissait de réputation, ça faisait des envieux. Alors je me suis préparé à me battre ou à mourir,
Et puis un type est arrivé, il a commencé à regarder autour de lui. On a attendu avec mes gars pour voir si ça bougeait autour de lui. Et puis j'ai sifflé doucement, je me suis approché du type. C'était notre piroguier. Il a montré la pirogue noyée dans l'eau, puis on l'a remontée. Ah, c'était une pirogue solide, hein. Il l'avait taillée pour nous. Il fallait l'équiper, bien sûr, avec la nourriture que j'avais fait venir tout près. Les gars se sont occupés de préparer la pirogue. Moi, j'ai payé le piroguier, et il a disparu, sans un bruit, dans la forêt. Une fois le matériel transporté dans la pirogue, on l'a mise à l'eau et on a ramé dans la nuit jusqu'au fleuve qui se trouvait tout près. Le temps passait vite et il fallait passer les hâtes avant 6 heures. Après, c'était la marée et on serait refoulé. Les surveillants postés aux hâtes auraient vite fait de nous repérer et d'envoyer une chaloupe nous cueillir, à moins qu'ils nous tirent comme des cochons bois. On a ramé, on a ramé. J'avais un bon marin, il connaissait bien le fleuve. Il avait tenté l'évasion, mais il s'était arrêté chez les Anglais et l'avait rendu à la France. On est arrivé presque trop tard à l'embouchure. Le vent soufflait un air frais, les vagues se faisaient de plus en plus fortes, la pirogue avait du mal à passer, il fallait qu'on passe, pas question d'échouer, pas question de se faire prendre. C'était ma première belle, et c'était aussi ma dernière. J'avais tout pensé et tout organisé depuis 1 an, je pouvais pas rater mon évasion et je la raterais pas. On ramait de plus belle avec mes gars, on a poussé tous ensemble et on est enfin passé. On était dans l'océan, et les gaffes ne pourraient plus nous rattraper. Ah, le mariage. C'est pas ce qu'on croit. On se dit qu'on va enfin être libre, mais on a mis un roquet dans la maison. Pourquoi tu dis ça? Parce que tu n'es bon à rien. T'arrives pas à faire pousser un brin d'herbe. Partout ailleurs, l'herbe pousse naturellement, sauf dans ton jardin. Alors, je parle même pas des légumes, on n'en a pas vu un seul. C'est pas ma faute. J'ai fait exactement comme on m'a dit. Et je suis pas un agriculteur, moi. Je suis dans l'administration. J'ai fait pousser des pommes de terre, des radis. Mais Binette, là, il n'y a rien là qui pousse. Non, mais t'es trop imbécile pour arriver à quelque chose. Hein. La première fois que je t'ai vu, j'ai tout de suite compris. Alors pourquoi t'as dit oui? Ah non, mais alors toi, tu connais pas les sœurs, tu connais pas les mères, tu connais pas la couture. Moi, au moins, là-bas, on mangeait mal, mais au moins, on mangeait. Ah, là, c'est vrai, on a une belle situation, on est propriétaire, mais on n'a rien mangé. Eh, Julie, personne n'arrive à cultiver ici. Non, mais on m'enlèvera pas de la tête que tu n'es bon à rien, hein, je suis désolée. Il y en a, ils font bosser leurs femmes. Quoi? Tu veux me faire travailler? Il y a un gars qui m'a dit, en faisant travailler sa femme, bah, il pouvait acheter de la nourriture. Ah, tu veux me faire travailler à quel travail? C'est bien. Bah comment ça je sais bien, moi je sais rien du tout. Explique. Si tu rencontres des hommes 2-3 fois par semaine, on pourra acheter de la nourriture. Quoi? Tu veux que je me vende là? Tu veux que je fasse la prostituée, moi? Et pour qui tu me prends? Qui tu crois que je suis? Moi je suis de la haute, hein. Je suis d'une grande famille à la métropole. Hein. Des marquis m'ont demandé en mariage, j'ai refusé. Le prince de Galles m'a demandé en mariage et j'ai dit non. Et voilà qu'un demi-portion comme toi peut me mettre sur le trottoir. Mais je te tuais. Ah, ça a été l'erreur de ma vie. Les copines m'avaient bien dit de me méfier. Et quand tu connais les hommes, tu te loues mais tu te laisses jamais acheter. Alors oui, j'aurais mieux fait de les écouter. Hein. Parce que déjà que le couvent, ça m'avait bien déçu. Le mariage, ça a été encore pire. Hein. Parce qu'il y a une chose que j'aime pas, moi, c'est avoir faim. Alors déjà qu'au couvent, on nous traitait mal, demi-portion, il m'a traité encore plus mal. Ah oui, c'était un abo. Il pouvait manger comme un petit enfant, ça lui suffisait. Mais moi, je suis une adulte, moi. Alors j'ai décidé de retourner au couvent. Même les vieilles, elles me semblaient plus attachantes que cet animal-là. Non, c'est pas vrai. C'est moi qui t'ai ramené au couvent. J'ai dit aux mères et à leurs sœurs, mesdames, je suis pas du tout content de cette femme. Si je peux en avoir une autre, je préférerais. Comment ça, tu m'as ramené? T'es venu pleurer devant les murs du couvent que tu voulais pas que je parte. T'as même chanté une chanson pour me faire revenir. Alors si tu crois que c'est avec la chansonnette qu'on attrape la confiture, tu te trompes. Julie, c'est pas vrai, pourquoi tu dis pas la vérité? Mais la vérité, t'es trop jeune pour la connaître. T'es un petit nabo, toi. Incapable de te nourrir, tu sais rien faire. Et tu crois que tu peux avoir une vraie femme comme ça, là, juste pour tes yeux. J'en ai eu assez de Saint-Laurent. Non, hein, c'est pas aussi beau que ce qu'on dit. Les gens, ils aiment pas beaucoup les anciens forçats. Moi,
J'en ai eu assez qu'on me regarde de travers. J'en ai eu assez de ne pas trouver de travail. Parce que l'agriculture, ah bah oui, l'agriculture, bah pardon de le dire, mais je suis pas un bouseux, je suis un gars de la ville, moi. Je suis un gars de Montmartre. Oui, madame. Bah, je vais pas aller m'enterrer dans les champs, même avec le soutien de la pénitentiaire. Si Julie, elle était restée, ben oui, mais elle est partie, Julie. Alors moi, ben, je suis parti aussi. À Cayenne. J'ai marché. Ah bah ça, j'ai marché. Ça a duré des jours et des jours. J'ai traversé des marécages. J'ai vu des animaux sauvages. J'ai vu des singes. Oui, monsieur, j'ai vu des caïmans. Ah, bah, ça, j'en ai vu de toutes les couleurs. Et surtout les papillons. Et les serpents. Ah, alors ça, les serpents, eh ben, j'en ai eu des sueurs froides. On m'avait dit avant de partir, tu vas voir, Cayenne, c'est la civilisation, c'est la ville. Les gens ont des manières comme à Paris, c'est grand. C'est pas ces sauvages de Saint-Laurent. Les gens ont des manières, c'est pas ce coupe-gorge avec des forces à plein la ville, avec des cambriolages et des assassinats toutes les minutes, avec des cambrioleurs à chaque coin de rue. Non, mon gars, c'est pas la Jérusalem des assassins. Tous les excités de la gâchette et du couteau, ils font leur pèlerinage à Saint-Laurent. Non, mon gars, il m'a dit, si t'es dans l'honnêteté, eh ben c'est Cayenne. Et si t'es dans le crime, eh ben c'est Saint-Laurent. Oh, on a été accueillis comme des princes. Au Venezuela, les gens sont tellement gentils qu'on n'aurait pas dit des étrangers. Ça nous a fait chaud au cœur. Parce que la traversée, ça n'a pas été une partie de plaisir. On a failli accoster chez les Anglais par erreur. On a essuyé des tempêtes qu'on a cru qu'on allait couler. On a écopé, on a cru mourir 10 fois. On a cru mourir des tempêtes. On a cru mourir de faim. On a cru mourir des brûlures du soleil. On a cru mourir de faim parce qu'on a perdu nos réserves dans un grain. Non, on était survivants. Hein. La croisière pour le Venezuela, ça a été un enfer. De la flotte et de la flotte. On a bu l'eau salée quand on a perdu notre eau douce. On est déçus, des miraculés qu'on s'est dit avec les copains. Et puis un jour, on a débarqué sur la plage, au milieu des gens d'un petit village. Quand ces gens-là nous ont vus, ils ont été effrayés, ils ont cru qu'on était des démons. Certains se sont enfuis, on faisait peine à voir. Mais très vite, parce que ces étrangers sont des gens curieux, certains se sont approchés, surtout les femmes. Des jolies femmes sont venues vers nous et avec des signes, elles ont demandé si on voulait boire. Voilà, alors nous, on était affaiblis depuis des jours, on était assoiffés, on ne pouvait plus bouger, on est tombé sur le sable, le marin s'est évanoui. Alors des femmes l'ont transporté dans une maison, puis 2 autres sont revenus avec de l'eau, on a bu, on a essayé de parler avec des signes. Oh, ces étrangers-là, surtout les femmes, la beauté de la jeunesse, des corps ravissants, des sourires à te faire rougir. Elles ont demandé si on avait faim. Bah, bien sûr qu'on avait faim, tu penses? On avait bien pêché du poisson pendant la traversée, une fois nos réserves perdues. Mais de la vraie nourriture. Il y a longtemps qu'on avait oublié ce que c'était. Elles nous emmenaient dans leur maison. Ce village était un village de pêcheurs. On voyait bien que les gens avaient presque rien. Mais ils ont voulu nous aider. Ils nous ont nourris pendant des jours. Ils ont soigné nos brûlures. C'est bien qu'on a vite été tous les 3 remis sur pied. Alors on a commencé à s'habituer au village. La jolie femme qui m'avait recueilli me faisait les yeux doux. Mais un matin, on a vu arriver des soldats. Ils avaient entendu dire qu'on avait débarqué ici, et ils sont venus voir. Ils nous ont demandé de monter dans leur camion, et on est parti avec eux sur la piste. Je suis restée avec les sœurs de la mer pendant longtemps. On a cousu, on a causé, on a fugué. Puis un jour, on est venu nous dire que la France n'était pas du tout contente qu'on soit au bagne, que ça commençait à bien faire, et que maintenant les bagnards s'étaient pliés. On n'allait pas nous maltraiter comme ça indéfiniment. Et la France a dit, vous me mettez tout ça en liberté. Alors moi, je me suis méfiée. La dernière liberté que j'avais eue, c'était avec un mari, et c'était la famine. Je me suis dit, ma fille, ça sent son piège. Une liberté comme ça, sans prévenir, ça sent son entourloupe. J'ai attendu de voir. Et j'ai attendu longtemps parce que la France a protesté, mais on n'a plus rien entendu pendant des années. Et puis un jour, on est venu au couvent et on a dit, c'est fini, vous pouvez sortir. Vous inscrivez vos noms sur la liste et vous cochez la bonne case. Petit 1, vous restez au couvent. Petit 2, vous restez dans la Guyane. Petit 3, vous rentrez en France. À ce coup-ci, ils n'avaient pas l'air de rigoler. Et moi, comme les autres, je me suis retrouvée devant le papier. Je ne savais pas écrire, mais le surveillant, il nous écrivait ce qu'on lui disait. Comme les questions étaient difficiles, j'ai réfléchi longtemps pour trouver la bonne réponse. Alors j'ai pris la question 1. C'est une question que je connaissais bien. Mais la deuxième, je ne la connaissais pas bien. Ah non, la Guyane, je ne la connaissais pas, sauf Saint-Laurent et le couvent Saint-Jean. Et la troisième, alors ça, non, la France, non.
On mange pas bien du tout en France. Alors on peut même dire qu'on meurt de faim. Mais alors on peut regarder les autres manger, ça ouais. Il y en a qui mangent énormément, et alors tout le monde a le droit de les regarder manger, mais on n'a pas le droit de les regarder et de manger nous-mêmes. Bah alors je vais pas rentrer en France pour regarder les autres manger. Je trouve ça assez dégoûtant même que des gens mangent devant les autres qui mangent pas. Alors j'ai pris la question 1, comme ça je suis restée au couvent. Mais j'y suis pas restée très longtemps parce que j'ai attrapé une belle maladie. J'ai attrapé une fièvre jaune, et la fièvre jaune ça pardonne pas. Alors, comme l'hôpital donnait pas de médicaments pour nous autres, la maladie s'est aggravée, et je suis morte. Ah oui, c'est comme ça, je suis morte. Et on m'a mis sur un caractère. À Cayenne, on m'a dit si tu veux du travail, traverse la rue. Traverse la rue, j'ai traversé la rue, mais le travail n'était pas là. Et pourtant, non, il y avait beaucoup de travail à Cayenne. Non, il y avait énormément de travail, mais il était déjà très occupé avec les forçats. Et vu que les forçats, eh ben, ils travaillaient gratis. Le travail, il était content. Les patrons du travail, ben, ils étaient contents. Alors, le travail, moi, si je le prenais gratis, je le trouvais. Mais si je voulais de l'argent, ben, je ne le trouvais pas. Et des gars comme moi, ben, il y en avait des paquets, pardon, un peu partout dans Cayenne. Alors, je suis allé à l'administration et je lui ai demandé. Elle m'a dit, on donne le travail aux forçats, toi, tu as perdu ton statut de forçat, tu ne peux pas travailler chez nous, dégage. Mais voilà comment elle m'a parlé à moi, l'administration. Un catégorie A comme moi. Je me suis fait expédier par le préposé à l'embauche de l'administration. Mourir de faim, c'est pas une vocation. Et vu que le seul endroit où tu peux presque manger à ta faim, c'est le bagne, tu te dis que, même si tu commences à douter, tu commences à réfléchir, j'ai toujours pensé, moi, que la délation, c'est la valeur de ma vie. Mais si je continuais à croire à mes valeurs, là, eh ben, j'allais tout bonnement crever. Et que quitte à être à la Guyane par erreur, eh ben moi, vous savez quoi, je préfère réparer mon tort en faisant un crime qui, normalement, me donne le droit d'être à la Guyane. Et qu'à la Guyane, là, j'y suis, sans avoir commis de crime. Vous suivez? Quand vous réfléchissez longtemps, avec un ventre là qui gargouille, vous vous dites, même si vous avez résisté toujours à la malhonnêteté, au crime, vous allez renoncer à vos valeurs, et ben vous allez commettre un assassinat. Alors moi, qu'est-ce que j'ai fait? Et ben je suis allé du côté des palmistes, et puis j'ai repéré un bourgeois. Pourquoi un bourgeois? Et ben parce que c'est un crime grave d'attaquer un bourgeois. Alors j'ai suivi mon bourgeois un petit moment, et puis dans une ruelle, près du marché, et ben j'ai foncé dessus, je l'ai poignardé plusieurs fois au niveau du cœur, en tournant le couteau comme ça dans son cœur, pour que ça éclate bien les veines. Ben, je voulais manger dès le soir même au bagne. Alors, pas question de rater mon assassinat à cause d'une maladresse. Il est tombé comme une masse. Il avait des soubresauts, comme un poisson quand tu le sors de l'eau. Le sang est giclé de sa poitrine. À première vue, je me suis dit que c'était du bon travail. J'ai quand même un petit peu appuyé sur la poitrine pour qu'il se vide plus vite, là. Je voulais manger dès le soir même au bagne. Les gens tout autour, ils se sont mis à hurler. On leur a dit qu'ils n'avaient jamais vu de crime, les sauvages. J'ai attendu sur place que la police arrive, ça n'a pas tardé, le commissariat, il est juste à côté. Je me suis laissé menotter, ils m'ont embarqué dans le fourgon, et puis ce soir, j'allais enfin pouvoir manger. Assis, dans le camion, on s'est regardé avec les copains. On aurait eu des mauvais renseignements. Le Venezuela ne gardait pas les gars comme nous. On nous aurait dit des bobards. On n'a pas compris. On est arrivé à la prison de la ville, on nous a installés, puis le commandant nous a convoqués chacun notre tour. Il m'a demandé si je venais de la France. Alors j'ai dit la vérité. J'ai dit qu'on s'était évadé du bagne et qu'on était venu au Venezuela, parce que ce pays-là nous donnait notre chance. Le commandant m'a dit qu'il comprenait, mais que c'était pas aussi simple. Il devait d'abord vérifier nos identités, puis voir avec le gouverneur ce qu'il fallait faire. On nous a remis en prison. On s'est dit quand même, on a failli crever pour fuir l'atoll, et on nous y remet dès qu'on remet les pieds sur terre. On aurait fait tout ça pour rien. Qui a dit qu'il fallait aller au Venezuela? Je me suis dit que si vous renvoyez au bagne, je mettrais la main sur le Corse et je ferais la peau. Comme dit le proverbe, menteur comme un Corse. J'aurais dû me méfier. On est resté comme ça pendant 2 semaines à la prison de la ville. On mangeait très bien, les gardiens étaient gentils.
Les autres prisonniers allaient casser des cailloux dans la brousse, mais nous, on était tranquilles. On nous donnait même du tabac. S'il n'y avait pas ces barreaux autour de nous, c'était presque la belle. Et puis un jour, le commandant est venu me trouver. Il m'a dit, le gouverneur veut te parler, à toi et tes gars. On a reçu la confirmation de vos identités. Vous êtes recherchés par la France, et la France sait déjà que vous êtes ici, et elle nous demande de vous rendre. À ça, j'ai commencé à avoir des sueurs. J'ai suivi le commandant chez le gouverneur. Je suis entré dans le bureau. Le gouverneur avait une bonne tête, il nous a proposé un cigare, on a fumé tous ensemble, et puis il nous a dit « L'ambassade veut vous reprendre, ils nous ont demandé de vous rendre. Il paraît qu'en France, toute la presse parle de votre évasion. Et c'est une insulte pour elle si elle ne vous reprend pas. Elle dit que c'est mauvais pour la discipline. » Il nous a regardé un long moment, il a observé notre inquiétude, et puis il a dit « On sait très bien ce qu'elle fait, la France. On a vu les mutilés, les estropiés, les fracassés. On a vu comment les surveillants se comportent avec vous. On sait qu'ils se défoulent sans retenue, qu'ils n'ont plus aucun sens de l'honneur. Ils aiment frapper les gens désarmés, ça les excite. Et on sait aussi que c'est la France qui leur demande de frapper. La France a perdu sa dignité. Elle est devenue une vieille mégère colérique, ivre de sang. Elle est devenue une mère indigne d'élever des enfants, et on va vous enlever à sa garde. On va vous soustraire au mauvais traitement. Et si la France croit qu'elle peut exiger votre retour, eh bien elle se trompe. Ici, on est un pays civilisé. On ne fait pas marcher les gens à coups de matraque. Ici, on respecte les citoyens et on respecte la justice. Alors, on a décidé de vous donner des papiers. Vous êtes libre. Le Venezuela est heureux de vous accueillir et de vous donner votre chance. Soyez méritants et vivez honnêtement. Et plus jamais vous n'aurez à vivre dans la crainte. On s'est regardé avec les copains. On n'en croyait pas nos oreilles. On n'a pas pu retenir nos larmes. Moi qui suis une baraque, pour la première fois de ma vie, j'ai chialé devant des hommes. On a remercié le gouverneur, puis on nous a ramenés à la prison. Ils nous ont gardés encore une semaine. Et puis un jour, un gardien est arrivé, et il nous a demandé de le suivre chez le commandant. On est entré dans le bureau, le commandant a dit « Vos papiers sont arrivés », il nous a donné les papiers. On a chacun regardé le document. Il y avait notre photo et notre nom. On est devenus des citoyens vénézuéliens. Le commandant a dit « Messieurs, vous êtes libres. Bonne chance. »